Je promets que je paierai quand je serai grande. La phrase sortit de la bouche d'Aïcha comme un souffle fragile, à peine audible, et pourtant il remplit tout l'espace du petit commerce de quartier. Le néon tremblotant au plafond jetait une lumière blafarde. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait au parfum du plastique des emballages. Et le bip régulier de la caisse enregistreuse frappait comme un métronome. Les mains d'Aïcha tremblaient quand elle posa le bocal de lait sur le comptoir, les doigts encore chauds de la poussette vide qu'elle avait laissée dehors. Les clients se turent, leurs regards glissèrent comme des vagues et se figèrent contre la vitrine embuée. Sophie, la caissière, plissa les yeux, ses ongles courts griffant le ticket, et dit d'une voix sèche « Ce n'est pas un service de garde ici ». Aïcha sentit son visage brûlé, le tissu usé de son manteau collant contre sa peau parce que la pluie n'avait pas cessé depuis des heures. C'est alors qu'un homme s'approcha, ses pas calmes, le parfum discret d'une veste en cuir neuf et un sac en toile marqué d'un logo discret. Marc Duval ne figurait pas dans les rubriques mondaines, mais son excentricité avait fait de lui un nom dans certaines réunions caritatives. Il regarda le bébé engourdi dans les bras d'Aïcha, regarda la promesse posée sur le comptoir et frappa doucement sur la table comme pour recouvrir l'attention générale. « Nous allons payer plus que le lait », dit-il. Ces mots, simples, ouvrirent d'une fissure de chaleur dans l'atmosphère glacée. Marc prit un pack de lait, du lait infantile, une couverture, des chaussettes, et posa discrètement un petit carnet et un crayon sur le comptoir. « Tiens, murmura-t-il, dessine-moi ton plus grand rêve. » Aïcha leva les yeux et balbutia « Merci, monsieur. » « Tu vas me dire ton nom » demanda Sophie à voix basse. « Aïcha » répondit-elle. « Et le bébé ?»« Ibrahim » souffla Aïcha. Marc sourit d'un air qui n'était pas de la pitié, mais de la reconnaissance. « On va essayer de t'aider, dit-il, et fit quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Il resta. Cette promesse muette fut le point de départ d'une histoire qui allait parler de promesses, d'abri, de honte et de sécurité, et qui finirait par transformer la vie de plusieurs personnes. La pluie avait lavé les contours de la rue, mais pas ceux des regards. La poussette, qui avait servi de berceau improvisé pour Ibrahim, reposait sous un porche humide. Le tissu froissé sentait encore la poussière, et une feuille de dessin enroulée tenait place de doudou. Marc repéra le dessin. Des couleurs vives tracées à la hâte sur une serviette en papier. Une petite maison avec une porte rouge et une grande fenêtre. Le dessin devint un objet symbolique au même moment où il échappa de justesse à la poubelle. L'air sentait, le savon et le froid, la chaussée renvoyait un écho sourd des pas, et une odeur de frites persistait d'un stand voisin. La mère d'Aïcha, Fatou, apparut haletante, les épaules serrées, le visage sale de routes et de fatigue. Elle posait les mains sur les épaules de sa fille comme pour reprendre un rôle qu'elle avait peu pratiqué ces derniers mois. « Ce n'est pas notre forte race, dit une passante. Vous devriez aller à l'abri. » Fatou répondit « Je sais, sa voix un peu creuse, comme si elle avait répété la phrase des centaines de fois. Il y avait de la honte dans chaque syllabe. Marc observa cette scène en silence. Il sentit une asymétrie étrange. Un penthouse dans la hauteur de la ville et une poussette sur le trottoir en contrebas. Il pensa à sa propre enfance, aux portes qu'il avait peu prises, aux mains qu'il avait aidé à tenir debout. Cette contradiction allait bientôt devenir un fil conducteur pour ses actes. La première nuit après la rencontre, Marc fit plus que payer du lait. Il prit les deux femmes et l'enfant dans sa voiture, la banquette arrière couverte d'une couverture de laine épaisse. Les phares découpèrent les silhouettes des arbres, l'air entra froid par la fenêtre entr'ouverte et l'odeur de l'essence se mêla aux cheveux mouillés d'Aïcha. Ils ne se rendirent pas à un hôtel de luxe. Marc connaissait un petit hôtel modeste, aux draps propres mais aux rideaux déchirés, tenu par un homme nommé Rachid qui acceptait parfois des accueils temporaires. La salle sentait la lessive, la lampe sur la table vibrait légèrement, et le goût du café de la réception était amer mais réchauffant. La porte de la chambre claqua derrière eux. « Vous pouvez rester cette nuit, dit Marc. Demain on réfléchira. » Pendant que Fatou s'effondrait sur la chaise et serrait Ibrahim contre elle, Aïcha prit le carnet que Marc avait laissé au comptoir et dessina, sous la lumière jaune, la façade d'une maison aux volets bleus, un chat sur le toit et une porte qui se refermait. Les textures prirent vie sous ses doigts, le crayon grinçait, le papier frottait et la mine noire laissait des traces hésitantes. Il y avait dans ce dessin une promesse enfantine, une esquisse qui allait devenir talisman. Mais la nuit suivante fut différente. Au petit matin, alors que la chambre se remplissait d'une lumière fine et que le radiateur émettait un souffle régulier, le sac qui contenait la couverture et quelques vêtements avait disparu. Fatou, en colère et effrayée, avait pris la clé, s'était levée et était partie sans prévenir. Elle n'avait laissé qu'une note griffonnée sur la table. « Je dois partir, je reviens. » Le goût du café redevint amer, le silence pesa comme du plomb et Marc resta seul avec le dessin sur la table. Cette disparition fut une blessure. Il y avait une fragilité évidente.
La méfiance, la peur d'être contrôlé et la volonté farouche de garder une autonomie que personne ne pouvait lui enlever. Pour Marc, l'acte fut un déclencheur. Il décida qu'il ne se contenterait pas d'un geste ponctuel. Il fallait retrouver la famille et comprendre pourquoi la peur menait Fatou à fuir plutôt qu'à accepter de l'aide. La recherche commença par des gestes simples et laborieux. Marc contacta Sophie, la caissière, qui se souvenait d'une route que Fatou empruntait parfois, vers un centre communautaire tenu par une association appelée la Maison de l'Espoir. Il parla à Rachid qui lui donna une description approximative d'un petit marché où Fatou aimait traîner. Il engagea le détective Leclerc, un homme aux cheveux grisonnants et aux lunettes épaisses, habitué aux enquêtes discrètes sur des disparitions de courte durée. Leclerc écouta, prit des notes, humecta ses lèvres en regardant le dossier. Les indices étaient ténus. Des tickets de bus, un reçu pour des nappes en papier, un appel manqué sur le téléphone de Fatou. Le vent apportait des odeurs de pain chaud et d'huile. Les briques des bâtiments vibraient encore d'une humidité ancienne, et des cris lointains d'enfants filtraient d'une école proche. Marc se rendit dans un parc où il avait vu la poussette la première fois. Là, sous un banc, il trouva une petite paire de gants, un morceau de laine et le carnet amputé d'une page. Il lut les mots griffonnés de la main d'Aïcha. « Maison rouge, redépeuplier ». C'était une piste. La tension monta, lente, comme un crescendo. L'idée d'un rendez-vous, d'un éventuel refus, d'une confrontation. Leclerc énonça des hypothèses. Marc demanda des détails. Sophie dit « il faut faire vite » et la file de questions s'allongea. Quand ils la retrouvèrent enfin, ce fut dans un square proche d'un lycée, à l'ombre d'un cyprès. Fatou tenait la poussette, ses yeux cernés fixés sur l'horizon, comme si elle attendait qu'une décision se prenne. Leclerc s'avança, lente parole, main calme. « Madame, nous sommes ici pour vous aider, dit-il. » Fatou recula. « On veut juste être tranquille, murmura-t-elle. Aïcha, plus petite, prit la parole et dit en regardant Marc. « Vous étiez au magasin, vous avez pris un crayon et vous m'avez donné une promesse. » Marc s'agenouilla pour être à sa hauteur, le cuir de sa veste frottant contre l'herbe humide. Il parla doucement, expliquant qu'il voulait aider, qu'il n'était pas là pour juger et qu'il connaissait des gens qui pourraient offrir du soutien. Les dialogues furent nombreux et brefs, 8 échanges au moins, chacun se faisant écho. « Pourquoi partir » demanda Marc. « Parce que j'ai peur » répondit Fatou. « Peur de perdre ce qui reste » ajouta-elle. Le détective ajouta « Il existe des dispositifs légaux pour protéger les personnes vulnérables. » Et Sophie ajouta « On ne peut pas laisser des enfants dans la rue. » Cette scène fut un moment de bascule. Les sens étaient vifs, le toucher de l'herbe sur les doigts, l'odeur de l'eau dans l'air, le goût d'un silence chargé, le regard des passants, et la texture du tissu du manteau d'Aïcha serré contre elle. La confiance, lorsqu'elle commença, l'était petite et fragile. Marc proposa un hébergement temporaire plus sûr que la chambre d'hôtel, un appartement de transition géré par une association tenue par une coordinatrice nommée Camille. Le trajet jusqu'au centre fut rempli de détails sensoriels, le cliquetis des embouts des ceintures de sécurité, la musique lointaine d'une radio dans la rue, l'odeur du pain qui sortait d'une boulangerie à l'angle, le froid qui s'infiltrait sous les manteaux. À l'arrivée, une pièce attenante accueillante, peinte en couleurs douces, des coussins, une table où trônait une boîte remplie de crayons de couleur. Camille expliqua le fonctionnement des lieux. Son ton était professionnel mais chaleureux. Sa main posa une tasse de thé brûlant sur la table, comme pour sceller un pacte. « Vous avez le droit à une évaluation sociale, dit-elle. Nous allons travailler sur un plan de sécurité et sur des ateliers pour récupérer des droits. » L'équipe du centre inclut plus de personnes que prévu. Nadia la psychologue, Rosa la coordinatrice des ateliers d'insertion, le père Laurent qui faisait de la médiation et le docteur Martin qui venait pour des consultations médicales. Ensemble, ils créèrent un environnement régulier. Petit déjeuner à 8 heures, atelier de dessin à 10, rendez-vous administratif l'après-midi. Les rituels simples devinrent la colonne vertébrale d'une reconstruction. Dans ces premiers jours, les dialogues furent multipliés, remplissant les pages du carnet et la mémoire de tous. Aïcha expliquait pourquoi elle avait dit la promesse du magasin. « Parce que c'est ce que ma mère m'a appris », dit-elle. Fatou confia sa peur des services sociaux. « Ils vont croire que je ne suis pas capable », dit-elle. Marc confessait ses maladresses. « Je ne sais pas comment aider autrement que par des choses matérielles. » Et Camille répliquait « La sécurité est aussi une question de confiance. » Les échanges se prolongèrent, 8 à 10 répliques dans les conversations clés, chaque intervention ajoutant une couche de compréhension. Les sens ponctuaient chaque scène, la chaleur d'une tasse entre les mains, le frottement des feuilles sous les doigts, le petit craquement des crayons, la lumière douce qui entrait par la fenêtre, l'odeur de la cire d'une bougie allumée pour calmer les nuits. Il y eut aussi des petits rituels qui cimentèrent la vie quotidienne.
le pain trempé dans la soupe le soir, la lecture d'une histoire avant le coucher, et le dessin d'une nouvelle maison sur une napkin sketch que Marc plaçait maintenant dans un cadre modeste. Le dessin devint talisman, un objet qui rappelait la promesse initiale. Mais l'ombre d'un passé menaçant ne tarda pas à ressurgir. Un homme nommé Youssef, ancien compagnon de Fatou, fit des apparitions inquiétantes. Il connaissait des détails de leur vie, venait crier sur le palier, laissait des messages et à un moment trouva le moyen d'apparaître près du centre. La tension monta. Les nuits se firent plus courtes, les corps plus tendus. Lors d'une de ces confrontations, Youssef poussa des propos humiliants en plein jour. « Vous croyez pouvoir vous en sortir sans moi » cria-t-il. Un voisin appela la police. L'inspecteur Leclerc revint sur la scène, cette fois en chemise, avec un dossier plus épais qui contenait des témoignages et une demande de mise à l'écart. La procédure légale fut engagée. On rédigea une plainte pour harcèlement, on demanda une ordonnance de protection temporaire et on saisit le tribunal de proximité. La description technique du processus fut expliquée simplement par l'assistante sociale. Dépôt de plainte, instruction par le parquet, audience rapide pour l'ordonnance et suivi par les services de protection de l'enfance si nécessaire. Ces explications prirent environ 300 caractères et permirent à tous de comprendre les étapes. Les phrases étaient claires, les mots administratifs pesants, mais ils portaient la promesse d'une protection. La présence de l'institution apporta un soulagement matériel. La possibilité d'un téléphone verrouillé, des modalités de contact limitées et la mise en place d'un plan de sécurité individuel. Toutefois, la peur restait en filigrane et la reconstruction demandait plus que des mesures juridiques. La période de reconstruction mobilisa la communauté. Des ateliers d'insertion professionnelle furent ouverts. Rosa organisait des séances de couture et d'entretien de logement, Nadia dirigeait des groupes de parole pour travailler les traumatismes et le père Laurent anima des rencontres sur la notion de famille. Le voisinage apporta des dons, couvertures, jouets et des repas cuisinés. Marc mit en place un partenariat avec une entreprise locale pour offrir des emplois d'apprentissage temporaires. Les noms des intervenants se multiplièrent dans la narration. Sophie la caissière, Rachid l'hôtelier, Leclerc l'inspecteur, Camille la coordinatrice, Nadia la psychologue, Rosa la formatrice, Père Laurent le médiateur. Chacun eut un rôle concret. Sophie gardait un œil sur les courses, Rachid offrait les nuits ponctuelles, Leclerc restait disponible pour les rendez-vous, Camille organisait les réunions, Nadia tenait les séances, Rosa supervisait les ateliers et le docteur Martin suivait la santé de Ibrahim. Les semaines s'enchaînèrent en un rythme précis. Matinée pour l'administration, après-midi pour la formation, soirée pour les groupes de parole. Les sens accompagnèrent ces étapes. Le bruit sourd des machines à coudre, l'odeur de la colle et du tissu, le goût des cafés partagés, le toucher doux des couvertures, la vue des visages qui retrouvaient une certaine détente. Les moments de tension ne disparurent pas, mais furent traités avec plus de méthode. Il y eut des crises internes, des souvenirs qui revenaient, des nuits où Fatou se levait en sursaut, persuadé qu'on les suivait. Un soir, alors que l'on préparait un dîner collectif dans la salle commune, un message anonyme laissa entendre que Youssef connaissait leur adresse. La panique envahit la table. Nadia prit la parole pour ramener la respiration, Rosa proposa un plan de sécurité et Leclerc contacta le service de protection pour renforcer les mesures. Les paragraphes de tension occupèrent du temps et de l'énergie émotionnelle, la lutte entre le besoin de reprendre une vie normale et la nécessité de rester vigilant. Ces passages furent écrits en 2 à 3 paragraphes denses pour permettre aux spectateurs de ressentir le conflit intérieur. La décision finale fut de transférer la famille vers un logement plus sécurisé, à l'abri des regards, avec une porte unique et des serrures renforcées. Les clés sonnèrent comme une victoire fragile. Peu à peu, les routines créèrent un sentiment de propreté et de sécurité. Aïcha commença l'école voisine, elle portait un petit sac à dos offert par un donateur. Le tissu frottant contre ses épaules lui rappelait qu'elle appartenait à un endroit. Les ateliers de couture donnèrent à Fatou une source de revenus modeste. Elle cousait des sacs, des tabliers et apprit à tenir un calendrier d'horaire. Marc, qui avait d'abord imaginé compenser avec des gestes ponctuels, apprit à rester en retrait et à écouter. Il comprit que la richesse ne remplaçait pas la présence. Le centre proposa aussi des séances de reconstitution administrative, aide pour les papiers, inscription à la sécurité sociale et ouverture d'un compte bancaire. Le docteur Martin s'occupa des visites médicales d'Ibrahim, qui fut vacciné, pesé et suivi pour son développement. La description technique des consultations médicales fut simple et précise. Suivi de croissance, vaccination selon le calendrier national, dépistage des carences et orientation vers des spécialistes en cas de besoin. Ces gestes de soins ramenèrent une stabilité tangible.
Les sens jouèrent encore un rôle important. La douceur du savon après un lavage, le son d'une voix qui lit une histoire, l'odeur du pain qui cuit le matin, le goût d'un repas partagé un dimanche, la vue d'un sourire qui revient. La communauté, témoins et acteurs, se transforma elle aussi. Le centre créa un programme nommé Espoir en marche, un projet qui rassemblait bénévoles, entreprises et institutions locales. On organisa un marché de produits confectionnés par les personnes en formation, des séances publiques où on présentait des témoignages et des ateliers de parentalité pour renforcer les compétences pratiques. Marc présenta une conférence sur l'engagement responsable des entreprises, non pas comme sauveur, mais comme mécène facilitateur. Les ateliers attiraient des gens qui avaient vécu des expériences similaires et souhaitaient rendre l'appareil. Les récits des personnes commencèrent à circuler, tissés autour du dessin de la Maison Rouge qui était désormais encadré. Dans la salle commune, le mot promesse revenait régulièrement, solidifiant une logique de transmission. Des dizaines de conversations quotidiennes permirent à la famille de se reconstruire lentement, chacune d'entre elles apportant une petite avancée. Les étapes judiciaires aboutirent à une décision de protection. Une ordonnance temporaire interdit à Youssef toute approche des lieux et des personnes concernées. Le chemin juridique fut expliqué, l'audience dura peu et le juge accorda des mesures conservatoires. La paperasserie suivie par les travailleurs sociaux permirent aussi de déposer une demande d'attribution prioritaire pour un logement social adapté. Ces procédures, certes impersonnelles, eurent un effet concret, calmer le besoin de fuite et offrir du temps pour préparer un projet de vie. Les descriptions des moments de tension après cette décision furent développées en paragraphes distincts pour montrer le soulagement et les petites résistances émotionnelles qui persistaient. Au fil des mois, la reconstruction prit une forme plus visible, participation à des salons, vente des produits cousus et un petit atelier d'écriture animé par un bénévole du centre où Aïcha commença à écrire de courtes histoires à propos d'une maison avec une grande fenêtre. Marc décida d'investir dans un fonds local de microcrédit pour aider d'autres personnes à lancer de petites entreprises. Les noms des personnages secondaires continuèrent d'être cités. Sophie donnait parfois des vêtements, Rachid accueillait encore en dépannage, Leclerc restait un contact rassurant, Camille coordonnait l'ensemble, Nadia suivait les traumatismes, Rosa formait, Père Laurent aidait pour les médiations et Dr Martin restait vigilant. Ces personnages devinrent un réseau de soutien concret et solidaire. Les enfants du quartier participèrent à des ateliers, le dessin de la Maison Rouge devint un symbole local et les tables se remplirent de créations. L'étape suivante fut l'achat d'un petit appartement grâce à une cagnotte communautaire et un accompagnement financier. Il ne s'agissait pas d'un pavillon somptueux, mais d'un logement avec une porte qui fermait, une fenêtre qui laissait entrer la lumière du matin et un mur où accrochait le dessin d'Aïcha. La sensation de clore une porte et de pouvoir la verrouiller fut presque tactile, la poignée froide sous la main, la serrure qui tourne, le cliquetis rassurant. La vie quotidienne se structura autour d'emplois et d'une scolarité régulière. Fatou gagna en assurance, elle put envisager des formations supplémentaires et Ibrahim grandit entouré d'une sécurité nouvelle. Le centre continua d'offrir un suivi et Espoir en marche se transforma en une association à part entière qui employait désormais plusieurs personnes issues des ateliers. Épilogue. 1 mois plus tard, les 30 jours qui suivirent le déménagement furent une période d'ajustement plein de petits détails. Aïcha apprit à aller à l'école en bus, ses doigts tenaient la barre du sac à dos et la velcro grinçait un peu à chaque ouverture. Fatou se rendit à ses premiers entretiens pour une formation en couture. Elle prit des notes sur un cahier neuf, l'odeur de l'encre fraîche signait un nouveau départ. Les nuits devinrent plus calmes, parfois interrompues par des rêves et des réveils où la peur revenait, mais le plan de sécurité était en place et l'assistante sociale venait régulièrement pour vérifier. Marc passait souvent au domicile, pas pour imposer, mais pour demander comment allaient les choses, laissant à chaque visite un petit carnet de dessin pour Ibrahim et un thermos de café. Les paroles quotidiennes étaient plus ordinaires. « Tu as bien dormi ? Oui. Tu veux du pain ? Oui. » Les repas partagés prirent une place centrale, et la maison fut remplie de livres, de couleurs et d'un calme qui permit aux esprits de respirer. Épilogue, 3 mois plus tard. À la fin du 3e mois, les progrès devinrent visibles. Fatou avait terminé une session de formation, elle vendait déjà des sacs lors du petit marché hebdomadaire. Sa posture avait changé, le coin de ses lèvres se relevait plus souvent. Aïcha se fit des amis à l'école, elle montra son dessin de la Maison Rouge à une camarade et dit « C'est ma maison de maintenant », avec la conviction d'une enfant qui reconstruit un monde. L'ordre administratif avançait. Le dossier de demande de logement social avait progressé et l'association avait réussi à lever des fonds supplémentaires pour installer une buanderie collective. Le centre organisa un événement public où ils présentèrent le projet Espoir en marche. Des volontaires prirent la parole et la communauté fut invitée à contribuer.
Dans ces 3 mois, la promesse initiale se transforma en plan concret et la parole tenait sa part. La sécurité était devenue un fait tangible qui se mesurait en nuits sans panique et en rendez-vous honorés. Épilogue 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, la transformation se manifestait par des signes concrets et par un sentiment de légitimité. La famille avait obtenu la stabilité d'un bail, Ibrahim avait un carnet de santé à jour, Aïcha avait gagné en audace et acceptait parfois d'expliquer à qui voulait l'entendre comment un homme avec un carnet avait changé leur trajectoire. Marc, lui, comprit qu'il avait appris plus qu'il n'avait donné. Il découvrit que sa présence régulière valait parfois davantage que des dons ponctuels et que l'écoute durable transformait la philanthropie en engagement. L'association Espoir en Marche avait lancé un petit programme d'insertion qui avait permis à 5 personnes de trouver un emploi stable et la banque locale proposa une aide pour développer l'atelier de couture en coopérative. Le dessin de la Maison Rouge avait été reproduit sur un panneau au centre, un rappel coloré que les promesses, même fragiles, peuvent trouver un sol fertile. La communauté retrouva un peu de fierté collective et la famille put enfin se projeter dans un avenir qui n'était plus dominé par la peur, mais par des projets. Au final, ce qui avait commencé par un litre de lait et une promesse prononcée dans un murmure devint un chemin de reconstruction. La promesse d'Aïcha n'était pas une simple phrase d'enfant, elle fut une étincelle. Les procédures juridiques, les consultations médicales, le suivi psychologique, les formations professionnelles et les efforts communautaires se mêlèrent pour créer un filet de sécurité. Le processus technique fut transparent et accessible, plaintes déposées, ordonnances obtenues, suivi social constant et accès aux droits essentiels. Les personnages secondaires qui avaient semblé accessoires devinrent des maillons indispensables d'une chaîne de solidarité. Les objets symboliques persistèrent, le napkin sketch encadré, un vieux manteau transformé en couverture pour un enfant et le carnet de dessin d'Aïcha qui devint une archive de progrès. Ce récit montre qu'un seul acte de gentillesse peut déclencher une série de réponses institutionnelles et humaines qui vont bien au-delà de l'instantané. Il rappelle que la sécurité se construit pierre par pierre, que les promesses dites à voix basse peuvent être des leviers de changement, et que la communauté, quand elle se mobilise, peut transformer la vulnérabilité en force. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires où vous regardez et partagez une fois en commençant par une fois si vous avez déjà reçu ou offert un geste qui a changé votre journée. Si vous voulez suivre des récits semblables, abonnez-vous pour voir comment des personnes ordinaires se tiennent les uns les autres et construisent des maisons qui tiennent. Je promets que je paierai quand je serai grande. C'est peut-être la plus simple et la plus grande des promesses.